suis originaire de Cuers. Mes parents et mes grands-parents aussi. Mon grand-père est arrivé au début du siècle, du XXe siècle, 1918, à Cuers. Et il avait comme, disons, métier de base puisatier. Et puis en plus, bon, derrière, il avait ce qu'on peut appeler un don, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui recherchait les sources, donc un sourcier. Donc à partir de ces deux compétences-là, il est arrivé à, bien sûr, construire une bonne partie des puits de Cuers sur l'ensemble du territoire. Donc moi je me rappelle très bien, quand j'étais enfant, avoir vu des puits tels que ceux de la Fuchs avec la famille Frilet, ou les puits de la famille Massel, où chaque fois il me disait, ben là tu vois c'est moi qui l'ai fait, et je me suis toujours demandé comment il pouvait faire pour faire ces puits. Bon, ben ils n'avaient pas beaucoup d'outils, si je me souviens bien ils avaient une baramine, quelques seaux, quelques explosifs aussi bien entendu, du TNT et compagnie, donc c'est vrai qu'ils arrivaient à faire, et surtout ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'ils descendaient à des profondeurs assez incroyables, entre 15 et 20 mètres de profondeur, sans été particulier, sans soubassement particulier. Bon, il a peut-être eu la chance de ne jamais être englouti ou enseveli dans ses fouilles, et de mémoire, je n'ai jamais vu d'échec sur ces recherches d'eau. Alors bon, maintenant, je n'ai pas toujours été à côté de lui, mais c'est vrai que les anciens du Cuers m'ont raconté qu'il était un très bon puisatier, et que c'est vrai que ces puits faisaient référence sur Cuers et même au-delà de Cuers. Mon père, de temps en temps, on venait le chercher pour faire de la recherche de puits, par l'intermédiaire de ces dons qui avaient été reçus du grand-père. Bon, pour cela, ils avaient une montre en or qui se sont passées de génération en génération. D'un côté il y avait la montre, de l'autre il y avait les pierres, et puis en fonction de la montre qui tournait, on mettait des pierres, et à un moment donné la montre s'arrêtait, on ne sait pas pourquoi, et puis il comptait le nombre de pierres, ça faisait le nombre de mètres, à la profondeur dans laquelle il y avait de l'eau. Moi j'ai participé à la construction de 2 puits, celui de la maison dans laquelle habitait encore ma mère, donc à la Clovade. On est descendu de l'ordre de 7 mètres de profondeur et on a trouvé de l'eau. Il avait dit que là il y avait de l'eau, donc on en a trouvé. Et puis aussi sur le terrain de mon oncle, là on est descendu quand même à une douzaine de mètres et aussi on a trouvé l'eau. Je vous avoue que c'était un métier, moi j'aurais pas trop aimé faire ce métier. On était un peu, quand on était dans les profondeurs, on était un peu angoissé par l'intermédiaire de cette masse de terre qu'il y avait autour de vous, plus des difficultés respiratoires où quand on arrive en bas, l'oxygène était plutôt rare. C'est vrai qu'il m'est arrivé de remonter une catastrophe parce que j'étais trempé de sueur, on arrivait en bas, on dégoulinait, on remontait, on était vraiment fatigué. C'était des métiers très durs, parce qu'ils avaient peu de moyens. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés à faire des ouvrages vraiment intéressants qui sont encore là. Si vous regardez sur Cuers, vous voyez des puits, et même dans les maisons. Dans le vieux village de Cuers, vous avez des maisons, au milieu de la maison, il y a le gros puits qui date du 15e, 16e ou 17e siècle. Il y avait des puits qui étaient au milieu de la cuisine et on prenait l'eau directement au puits. Bon, il y en a quelques-uns qui les ont gardés en mettant des systèmes de pompage, mais la plupart ont été bouchés, ensevelis et on en a perdu la trace. Tu as commencé à nous parler donc de l'eau à Cuers, des puits. Est-ce que tu peux nous donner un peu toutes les ressources? Dans les années 50, premièrement, les choix des maires successifs, donc il y avait le premier maire qui s'appelait Raymond et le deuxième qui s'appelait Fernand Blacas, qui ont œuvré pour récupérer tout ou partie de l'eau de la Fuchs. Donc il y a eu un creusement de galeries, d'un puits et même d'un forage assez profond qui a permis de tomber sur la nappe phréatique de Cuers. Bon, il y en a plusieurs dans Cuers de nappes phréatiques, mais celle-là est importante. Une résurgence des Alpilles qui nous vient surtout on a des contacts avec les lacs de la Roquebroussane. Et cette eau-là, donc, elle est pompée actuellement de l'ordre de, au jour d'aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1700 mètres cubes jour, qui permet d'alimenter, disons, tel qu'on la connaît actuellement, de l'ordre de 10 000 habitants.
pour se garantir des problématiques l'été, au cas où il y aurait une pénurie d'eau ou une diminution de ces nappes phréatiques. Donc dans les années 80, fin des années 80, le maire en place, donc c'était Salfati, a demandé à faire remonter l'eau du canal de Provence par l'intermédiaire de la branche 3. Pour quelle raison? La raison simple, c'est que à l'époque, le canal de Provence qui avait fabriqué 3 branches, qui devait en fabriquer une 4e, qui devait partir donc, de Belgencier pour rejoindre le Luc en passant par Cuers. Cette branche-là a été abandonnée du fait que la vision industrielle dans la plaine du Luc a été abandonnée. Cette résurgence-là a été abandonnée aussi. Et bon, le canal de Provence n'a pas souhaité continuer cette irrigation-là. Et donc derrière, les Cuersois comme les Pugetois, les Carmoulais, les Canfarans et Jusqu'au-Luc n'ont pas eu cette manne d'eau. Donc à l'époque, le choix avait été fait de faire remonter la branche 3 et d'alimenter Cuers en cas de besoin par cette branche au niveau des défunts. Au défunt, vous avez un gros système de ballons avec possibilité. Alors à l'époque, je crois que c'était de l'ordre de 10 secondes. On avait le droit à 10 secondes, ce qui fait quand même un bon système, quoi. Après, nous avons construit ce qu'on appelle un bouclage. On est parti de la Fuchs, on est remonté sur les défunts pour faire une boucle sur ces 2 possibilités d'alimentation et qui actuellement donne satisfaction sur l'ensemble des besoins que nous avons. Bon, il est évident qu'en perspective, nous avions aussi l'idée que Cuers-en-Grandissant, aux portes de Toulon, d'avoir d'autres alimentations, et nous avons commencé les études pour rechercher, une alimentation au niveau des Trébaudelles. Donc Trébaudelles, c'est une colline qui se trouve derrière la Pouvorine, et sous lequel on peut penser fortement qu'il y a des grandes réserves d'eau aussi. Bon, Cuers est sur une énorme nappe phréatique, et je dirais au moins 3 résurgences. Il y en a une sur Saint-Jean, il y en a une dessous la carrière du Puy, et puis il y en a une aussi au Trébaudel. Sachant aussi que l'eau sur Cuers, il y a 2 sources. Il y a la source Emmanuel qui alimentait avant les bassins de Cuers, qui alimente en partie le Miège-Pan, et qui était capté et qui, par l'intermédiaire de cavités qui datent de l'époque gréco-romaine, des cavités qui descendaient jusqu'au centre de Cuers. Bon, cette eau-là, actuellement, je ne pense pas qu'elle soit encore beaucoup utilisée, mais il faut reconnaître que Cuers est une eau phénoménale. Il y a même du genre de petites rivières. Sur Fontaine, vous causez à 4-5 mètres, vous avez l'eau, quoi. Ensuite, vous avez une grande rivière qui passe du côté de la Clovade. Je ne sais pas si vous voyez la Clovade, qui descend à la gare et qui va alimenter à Fonfrey l'ensemble de la base militaire de Cuers. Et c'est une source avec un débit incroyable, quoi. Et moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais une dizaine d'années, ils avaient construit des immeubles à la Clovade, ce qu'on appelle les immeubles Berne. Je me rappelle qu'ils n'arrêtaient jamais de pomper. Cuers, ce côté-là, on creuse un peu, on se creuse un peu la tête aussi, on arrive à trouver de l'eau. Si vous prenez le cycle de l'eau potable, la première des choses, c'est de l'extraire. Donc, on a mis des systèmes de pompage assez conséquents, donc des grosses pompes qui retirent l'eau de la profondeur qu'on veut. Actuellement, c'est 80 mètres, 100 mètres de profondeur. Donc, on la retire et on la met dans des grands bassins. Bassins qui ont entre 3 et 6 000 mètres cubes, qui correspondent globalement à 2 jours de consommation possible sur la ville ou sur le village. À partir de ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une chloration continue. La chloration continue, comme son nom l'indique, c'est de mettre du chlore dans l'eau et de vérifier que ce chlore a rendu les bactéries totalement
disons incolore, inodore et sans saveur, c'est-à-dire sombre. Enfin, c'est- Et derrière, ce qu'il faut, c'est que cette eau-là ait un niveau de turpidité, c'est-à-dire que quand vous avez un mouvement d'eau dans la terre, ben, vous avez un certain nombre, disons, de minéraux, de minérales qui sont dans l'eau et qui ne sont pas très propres à la consommation non plus. Donc il faut à la fois enlever tout ce qui est problème bactéries, mais aussi avoir une eau qui soit le plus claire et le plus propre possible. Donc il y a des normes strictes qui déterminent à la fois le niveau de turbidité. Je crois qu'actuellement il est de l'ordre de 1 sur une échelle de 4 ou 5. Donc il faut que ce soit vraiment le plus bas possible. Et au niveau disons, des bactéries, il faut que ce soit ces produits fécaux de l'ordre de 0. Donc c'est 0, il faut qu'il n'y en ait pas. La mairie a toujours ce qu'on appelle des maîtres d'ouvrage sur l'eau. Par contre, elle a fait ce qu'on appelle une délégation de service public. Donc ça remonte au début, fin des années 80, où les maires de l'époque a délégué le service de l'eau à une société. Il avait délégué pour 20 ans, charge à la SAD de faire un certain nombre d'investissements, et en partenariat avec la mairie, puisque bon, SAD, lui, en tant que fermier, il a un certain nombre il a de la maintenance à faire et puis il a aussi à faire évoluer le système. Et la mairie, elle, le payait les gros investissements sur l'eau. Il ne faut pas oublier que l'eau, c'est un budget à part, c'est un budget autonome. Il y a les recettes, ce sont les recettes des usagers. Et bien sûr, les subventions de la mairie, sur taxes et compagnie, qui permettent d'investir sur cette loi. Moi, j'étais partie pour le traitement des eaux usées. Au niveau de système d'assainissement, ce qu'on appellerait le parallélisme des formes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'eau est rejetée par l'usager, par l'intermédiaire de ses eaux usées, il arrive dans une station d'épuration qui a été fabriquée aussi début des années 90, et cette station d'épuration épure l'eau à 4,99%, de telle manière que cette eau-là, et quand elle est analysée, elle est quasiment au même niveau que l'entrée de vos robinets. C'est identique. Et elle peut être rejetée dans l'environnement, c'est-à-dire dans le miège-pan. Voilà. Donc nous avons toujours eu, par l'intermédiaire de l'ADEME, qui est une agence d'État, on a toujours eu des satisfecits et même des primes pour disons, la célébrité de l'eau de Cuers. La potabilité en sortie de l'assainissement de l'eau de Cuers. Donc c'est une station qui marche très bien. Bon, elle est prévue large, il ne faut pas se leurrer. Dans les années 90, elle avait été fabriquée pour 25 000 habitants. Bon, en 90, on est en 12, on est 10 000 habitants, donc on a encore un peu de marge. Et cette station a toujours été très très bien entretenue. On l'a vérifié, mais alors constamment, de telle manière qu'actuellement, elle donne totalement satisfaction. Et c'est vrai que les nouveaux, disons, délégataires du service public actuels, ceux actuellement qui ont eu le marché, sont très heureux d'avoir ce type d'outils-là. Aussi bien d'ailleurs que celui de la Fuchs, il ne faut pas se leurrer. Donc, l'eau à Cuers, c'est à la fois un problème, mais les anciens comme ceux actuellement, tout au long des périodes, ont trouvé toute partie des solutions qu'il fallait trouver. Et c'est bien ici parce que, bon, comme ça, que ce soit les anciens habitants ou les nouveaux habitants, on ne peut pas dire qu'il y a eu d'énormes problèmes d'eau sur Cuers. Depuis que je me souvienne, je n'ai jamais vu trop de grandes coupures d'eau sur l'alimentation à Cuers. Donc il y a toujours eu un effort de fait là-dessus. Voilà.